Dans les archives poussiéreuses de l'université de la Sorbonne à Paris, le temps semble s'être figé. Les vieux documents jaunis, les photographies sépia et les manuscrits oubliés reposent silencieusement dans des boîtes de conservation soigneusement étiquetées. C'est ici, dans cette cathédrale de savoir, que notre histoire commence. Le professeur Laurent Mercier, spécialiste en histoire de la photographie du XIXe siècle, passe ses journées à cataloguer et étudier ces vestiges du passé. Un homme méticuleux de 58 ans, aux cheveux grisonnants et aux lunettes rondes qui lui donnent un air de sage distrait. Sa réputation d'excellence n'a d'égal que sa passion pour les détails que personne d'autre ne remarque. Ce matin de novembre 2023, alors que la pluie battante frappe contre les fenêtres de la salle des archives, Mercier ouvre une boîte qu'il n'avait jamais examinée auparavant. Elle provient d'un don récent fait par les descendants d'un certain Alphonse Bertillon, pionnier de la photographie judiciaire et de l'anthropométrie criminelle. Encore une journée parmi les fantômes, murmure-t-il en soulevant le couvercle avec précaution. À l'intérieur, des dizaines de photographies, certaines montées sur carton, d'autres simplement glissées entre des feuilles de papier cristal. Rien d'extraordinaire pour un homme qui a passé 30 ans de sa vie à examiner de tels objets. Pourtant, une photographie en particulier attire son attention. Elle est datée du 14 juin 1900 et montre une scène de rue parisienne. Au dos, une inscription à l'encre violette, expérience numéro 7, résultat inattendu, à ne pas divulguer. Sur cette photographie de format cabinet, on distingue le boulevard Haussmann avec ses immeubles caractéristiques, des passants en habits d'époque, des femmes aux longues robes, des hommes en chapeau melon, une voiture à cheval. Une scène parfaitement banale de la belle époque, sauf pour un détail qui fait froncer les sourcils du professeur Mercier. Dans un coin de l'image, presque dissimulé dans l'ombre d'un porche, un homme. Contrairement aux autres personnes figées par le long temps d'exposition nécessaire à l'époque, cet homme est parfaitement net, comme s'il avait été ajouté à la photographie. Mais ce n'est pas ce qui trouble le professeur. C'est sa tenue vestimentaire qui ne correspond en rien à l'époque. Il porte ce qui ressemble à un blouson moderne et ce qui pourrait être un jean. Et dans sa main, un objet que Mercier ne peut identifier immédiatement. « C'est impossible », murmure-t-il, ajustant ses lunettes et approchant la photographie de la lampe de son bureau. Il examine la photographie sous tous les angles, cherchant des signes de manipulation, de double exposition ou de trucage. Mais non, la photographie semble authentique selon tous les critères qu'il connaît. Le papier albuminé caractéristique, les marques du fabricant, la patine du temps. Intrigué au plus haut point, Mercier décide de faire appel à une collègue, la docteure Sophie Clément, spécialiste en analyse numérique d'images anciennes et directrice du département de restauration photographique du musée d'Orsay. 2 jours plus tard, dans le laboratoire ultramoderne du musée, la photographie est placée sous un scanner haute résolution. Sophie, une femme énergique de 45 ans aux cheveux courts et au regard vif, observe l'écran de son ordinateur avec attention. « Laurent, cette photographie est fascinante », dit-elle sans détacher ses yeux de l'écran. Selon tous nos tests, elle date bien de l'époque indiquée. Le papier, l'émulsion, tout correspond. Mais cet homme, elle zoome sur la silhouette mystérieuse. À cette résolution, les détails deviennent plus nets. L'homme porte définitivement des vêtements modernes, et l'objet dans sa main. On dirait un téléphone portable, murmure Sophie, incrédule. C'est absurde, répond Mercier. En 1900, rien de tel n'existait. Cela doit être autre chose. Regarde son visage, poursuit Sophie en zoomant davantage. Il fixe directement l'appareil photo, contrairement aux autres passants. Et son expression. Il sourit comme s'il savait qu'il était photographié. Un frisson parcourt l'échine du professeur Mercier. Qui est cet homme? Comment peut-il porter des vêtements qui n'existeront que 100 ans plus tard? Et surtout, que signifie l'inscription au dos de la photo? Expérience numéro 7, répète-t-il pensif. Bertillon était connu pour ses expériences photographiques, mais je n'ai jamais rien lu sur une série d'expériences numérotées. Il faut que nous en apprenions davantage sur ce qu'il faisait à cette période. Sophie hoche la tête, captivée par le mystère. J'ai un ami au département de physique de l'école normale supérieure, le professeur Thomas Durand. Il est spécialisé dans les théories temporelles quantiques. Peut-être pourrait-il nous éclairer sur les aspects plus théoriques de cette anomalie? Mercier hésite. Faire appel à un physicien pour une question historique lui semble être un pas vers l'irrationnel. Mais l'évidence est là, sur cette photographie qui défie toute logique. D'accord, concède-t-il. Contacte-le. 3 jours plus tard, les 3 scientifiques sont réunis dans le bureau de Mercier à la Sorbonne. Thomas Durand, un homme d'une 50aine d'années à la barbe soignée et au regard pénétrant, examine la photographie avec une fascination non dissimulée. Fascinant,
murmure-t-il en reposant la loupe. Vous savez, la physique moderne n'exclut pas théoriquement la possibilité de voyage temporel, bien que les mécanismes qui les rendraient de possibles soient bien au-delà de notre technologie actuelle. Mercier soupire. Thomas, je t'ai fait venir pour une analyse rationnelle, pas pour de la science-fiction. La frontière entre les deux est plus mince que tu ne le penses, Laurent, répond Thomas avec un sourire énigmatique. Einstein lui-même a démontré que le temps n'est pas une constante absolue. Il peut se dilater, se contracter. Et certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent l'existence de mondes parallèles, de temporalités alternatives. Tu suggères que cet homme pourrait être un voyageur du futur ? Demande Sophie, partagée entre scepticisme et fascination. Je suggère que nous devrions explorer toutes les possibilités, même les plus improbables, répond Thomas. Et pour cela, nous avons besoin d'en savoir plus sur cette expérience Nairo 7 mentionnée au dos de la photographie. Laurent se redresse, retrouvant son domaine d'expertise. Les archives de Bertillon sont dispersées entre plusieurs institutions. La préfecture de police conserve une grande partie de ses travaux officiels. Mais ses expériences personnelles, ses descendants, intervient Sophie, ceux qui ont fait don de cette boîte. Il pourrait avoir d'autres documents, des journaux personnels peut-être ? Excellente idée, approuve Laurent. Je vais contacter la famille immédiatement. Une semaine plus tard, Laurent Mercier se tient devant une maison bourgeoise du 16e arrondissement de Paris. C'est ici que réside Marguerite Bertillon, arrière-petite-fille d'Alphonse Bertillon, une dame âgée qui a accepté de le recevoir après plusieurs appels téléphoniques, où il a dû faire preuve de diplomatie et de persuasion. La porte s'ouvre sur une femme élégante d'environ 80 ans, au port altier et au regard perçant, qui rappelle étrangement les photographies que Laurent a vues d'Alphonse Bertillon. « Professeur Mercier, je présume » dit-elle d'une voix claire. « Entrez, je vous attendais. » L'intérieur de la maison est un témoignage vivant du passé. Des meubles anciens, des tableaux d'époque, et surtout, des photographies. Des dizaines de photographies encadrées ornent les murs, principalement des portraits de famille remontant jusqu'au XIXe siècle. « Vous m'avez parlé au téléphone d'une photographie particulière » dit Marguerite en le conduisant dans un petit salon. « Une photographie qui aurait appartenu à mon arrière-grand-père. » Laurent sort délicatement la photographie de sa pochette de conservation et la lui présente. « C'était dans la boîte que votre famille a donnée à l'université. » Ce qui m'intrigue, c'est cette inscription au dos, « Expérience numéro 7 ». Et bien sûr, cet homme étrange sur l'image. Marguerite examine la photographie en silence, son visage impassible. Puis, après un long moment, elle se lève et se dirige vers une bibliothèque. Elle en extrait une clé dissimulée derrière plusieurs livres et s'approche d'un secrétaire ancien. « Mon arrière-grand-père était un homme de science », dit-elle, en déverrouillant un tiroir secret. Mais il était aussi un homme qui croyait en l'impossible. Sa carrière officielle est bien documentée, mais ses recherches personnelles, disons qu'elles étaient d'une nature plus controversée. Elle sort du tiroir un carnet relié de cuir, jauni par le temps. Son journal personnel de l'année 1900. Il y consignait ses expériences non officielles, celles qu'il menait en secret, loin des regards de l'establishment scientifique qui l'aurait ridiculisé. Le cœur de Laurent s'accélère. Un document inédit d'Alphonse Bertillon, c'est déjà une découverte majeure pour un historien comme lui. Mais si ce journal contient des informations sur l'énigmatique expérience numéro 7, puis-je ? Demande-t-il en tendant la main. Marguerite hésite. Ce journal n'a jamais quitté la famille. Son contenu pourrait être mal interprété par ceux qui ne comprennent pas le contexte de l'époque. Madame Bertillon, je vous assure que mon seul intérêt est la vérité historique. Quoi que contienne ce journal, il sera traité avec le plus grand respect scientifique. Après un moment d'hésitation, elle lui tend le carnet. Très bien, mais je préférerais que vous le lisiez ici, en ma présence. Laurent acquiesce et s'installe dans un fauteuil près de la fenêtre. Les pages craquent légèrement lorsqu'il les tourne avec précaution. L'écriture est dense, précise, typique des hommes éduqués de cette époque. Il parcourt rapidement les premières entrées, datant de janvier 1900, qui détaillent des expériences photographiques assez conventionnelles. Puis, en mai 1900, le ton change. Bertillon commence à décrire une série d'expériences numérotées, impliquant un appareil de sa conception qu'il appelle le chronographe. Selon ses notes, cet appareil était censé capturer non seulement l'espace, comme le faisait la photographie traditionnelle, mais aussi des impressions temporelles. Laurent arrive enfin à l'entrée du 14 juin 1900. Expérience numéro 7. J'ai installé le chronographe boulevard Haussmann à 14h30 précise. Conditions atmosphériques idéales. Exposition de 8 secondes avec le filtre temporel activé. Résultat extraordinaire. Lors du développement, une anomalie est apparue. Un homme en vêtements inconnus, parfaitement net malgré le temps d'exposition.
Impossible qu'il ait été présent physiquement durant la prise de vue, j'ai surveillé la scène tout du long. L'hypothèse la plus plausible, le chronographe a capturé une image d'un autre temps. Le sujet semblait conscient d'être photographié. Qui est-il? D'où, ou plutôt, de quand vient-il? Le chronographe aurait-il créé une faille temporelle? Je dois poursuivre ces expériences avec la plus grande prudence. Laurent relève la tête, stupéfait. Un chronographe? Un appareil censé photographier le temps? Marguerite hoche la tête. Mon arrière-grand-père était bien plus qu'un simple policier scientifique. Il était obsédé par l'idée de capturer ce qu'il appelait les dimensions invisibles de l'existence. Le temps était pour lui la frontière ultime à franchir. Mais un tel appareil, c'est impossible selon les lois de la physique connues à l'époque, objecte Laurent. Et pourtant, répond Marguerite en désignant la photographie, comment s'expliquez-vous ceci? Laurent continue sa lecture. Les entrées suivantes décrivent les tentatives de Bertillon pour reproduire le phénomène. Expérience numéro 8, numéro 9, numéro 10. Aucune ne produisit le même résultat. Puis, le 3 juillet 1900. Expérience numéro 12. Bouleversement. L'homme aux vêtements étranges est réapparu, cette fois plus proche du chronographe. Il a regardé directement vers l'appareil et a fait un geste de la main, comme pour saluer. Ce n'est pas une coïncidence. Cet homme, quel qu'il soit, est conscient de mes expériences. Il tente de communiquer à travers le temps. Les entrées suivantes deviennent de plus en plus frénétiques. Bertillon décrit comment il a tenté d'établir une communication avec cet homme du futur, comme il l'appelle désormais. Il a placé des messages écrits près du chronographe, espérant qu'ils seraient visibles pour le mystérieux voyageur. Le 17 juillet 1900, miracle, communication établie. Sur la photographie d'aujourd'hui, l'homme tenait une pancarte avec un message écrit « 1900-2025 ». La boucle existe. Je ne peux contenir mon excitation. La preuve est là. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Mes théories sont confirmées. Laurent s'arrête de lire, le souffle coupé. 2025, c'est l'année prochaine. Marguerite acquiesce silencieusement, son regard insondable fixé sur lui. Il doit y avoir une explication rationnelle, insiste Laurent. Une supercherie peut-être? Quelqu'un qui aurait voulu faire croire à Bertillon que ses expériences fonctionnaient? Lisez la suite, dit simplement Marguerite. Le journal détaille ensuite comment Bertillon a intensifié ses expériences, obsédé par cette communication transtemporelle. Il a construit une version améliorée du chronographe, qu'il a baptisé chronographe Maca 2. Selon ses notes, cet appareil devait non seulement capturer des images d'autres temps, mais potentiellement permettre d'envoyer des objets physiques à travers le temps. Le 29 août 1900, catastrophe. L'expérience numéro 18 a mal tourné. Le chronographe MK2 a surchauffé pendant l'activation. Un éclair aveuglant, puis rien. L'appareil est détruit. Mais ce n'est pas le pire. Sur la dernière photographie développée, on peut voir l'homme du futur qui semble être aspiré par une sorte de vortex lumineux. Son visage exprime la terreur. Qu'ai-je fait? Ai-je perturbé le cours du temps? Ai-je condamné cet homme à errer entre les époques? Je dois réparer mes erreurs. Les entrées suivantes montrent un Bertillon de plus en plus désespéré. Il tente de reconstruire son appareil, fait des calculs frénétiques, esquisse des plans de plus en plus complexes. Mais le 15 septembre 1900, une entrée courte et définitive. J'abandonne. La culpabilité est trop lourde. J'ai joué avec des forces que je ne comprends pas, et un innocent en a payé le prix. Je vais détruire tous mes plans, toutes mes notes sur le chronographe. Cette technologie est trop dangereuse. Que Dieu me pardonne. C'est la dernière mention des expériences temporelles dans le journal. Les entrées suivantes reviennent à des sujets plus conventionnels. Son travail à la préfecture, sa famille, la politique de l'époque. Laurent referme le journal, l'esprit en ébullition. C'est incroyable. Si tout cela est vrai, mon arrière-grand-père n'était pas un affabulateur, dit fermement Marguerite. C'était un scientifique respecté, un homme rationnel. S'il a consigné ces événements, c'est qu'il les croyait réels. Mais un voyage dans le temps, en 1900, c'est impossible selon notre compréhension actuelle de la physique, complète Marguerite avec un sourire énigmatique. Beaucoup de choses étaient impossibles jusqu'à ce qu'elles deviennent possibles, professeur. Laurent regarde à nouveau la photographie. L'homme mystérieux, avec ses vêtements modernes et ce qui ressemble à un téléphone portable, pourrait-il vraiment venir de 2025? Il y a autre chose, dit Marguerite en se levant. Elle se dirige vers une vitrine et en sort un petit objet enveloppé dans un tissu de velours. Ceci a été trouvé dans le laboratoire de mon arrière-grand-père après sa mort en 1914. Personne n'a jamais su ce que c'était. Elle dévoile l'objet. Un petit disque métallique d'environ 5 cm de diamètre, gravé de symboles étranges et de ce qui ressemble à des circuits électroniques miniatures.
Mais ce qui frappe immédiatement Laurent, c'est que malgré son apparence ancienne, la technologie qu'il représente semble bien trop avancée pour l'époque. Est-ce que cela pourrait être une pièce du chronographe, ou peut-être quelque chose que l'homme du futur a laissé derrière lui? Nous ne le saurons jamais avec certitude. De retour à son bureau à la Sorbonne, Laurent partage ses découvertes avec Sophie et Thomas. Il leur montre les photographies du journal qu'il a été autorisé à prendre, ainsi que des images du mystérieux disque métallique que Marguerite lui a permis d'emprunter pour l'étudier. C'est extraordinaire, murmure Sophie en examinant les pages du journal. Si c'est vrai, Bertillon aurait découvert le voyage temporel un siècle avant que nous en théorisions même la possibilité. Thomas manipule le disque avec précaution. La structure moléculaire de ce métal devrait nous en dire plus. J'ai un ami au CNRS qui pourrait l'analyser discrètement. Mais qu'en est-il de l'homme sur la photographie? Demande Laurent. S'il vient vraiment de 2025, qui est-il? Et pourquoi aurait-il choisi de communiquer avec Bertillon? Peut-être n'a-t-il pas choisi, suggère Thomas. Peut-être a-t-il été attiré involontairement dans cette expérience. Et si, il s'interrompt, comme frappé par une idée soudaine. Il sort son ordinateur portable et commence à taper frénétiquement. « À quoi penses-tu » demande Sophie. Si cet homme vient vraiment de 2025, et s'il a été piégé dans cette expérience temporelle comme le suggère la dernière entrée du journal de Bertillon, peut-être y a-t-il des traces de sa disparition dans notre époque, ou du moins dans un futur proche. Tu veux dire un rapport de personnes disparues? Demande Laurent, sceptique. Exactement. Si quelqu'un disparaît mystérieusement en 2025, cela pourrait correspondre à notre homme. Thomas, c'est de la pure spéculation, objecte Laurent. Même si cette histoire de voyage temporel était vraie, comment pourrions-nous identifier une personne spécifique qui n'a pas encore disparu? En fait, intervient Sophie, nous pourrions utiliser la reconnaissance faciale. L'image est assez nette pour cela. Nous pourrions créer un algorithme de surveillance qui analyserait les bases de données publiques à partir de début 2025, à la recherche de correspondance avec ce visage. Laurent secoue la tête. C'est de la folie, et probablement illégal. Pas si nous nous limitons aux bases de données ouvertes et aux rapports de personnes disparues, argue Thomas. C'est de la recherche scientifique après tout. Malgré ses réticences, Laurent se laisse convaincre. Les semaines suivantes, les 3 scientifiques travaillent en secret sur ce qu'ils appellent désormais le projet chronographe. Thomas développe un programme de reconnaissance faciale sophistiqué, tandis que Sophie améliore la qualité de l'image du mystérieux voyageur. Laurent, quant à lui, continue de fouiller dans les archives de Bertillon, espérant trouver d'autres indices. Le disque métallique est analysé par un laboratoire du CNRS. Les résultats sont stupéfiants. Il contient des alliages inconnus et des structures moléculaires qui ne correspondent à aucun matériau répertorié. Plus étrange encore, certaines parties semblent émettre de faibles impulsions électromagnétiques de manière aléatoire, comme si l'objet était encore actif d'une certaine façon. En janvier 2024, alors que leurs recherches semblent piétiner, un événement inattendu se produit. Thomas reçoit un email d'un ancien collègue, le docteur Marc Favreau, physicien théoricien à l'Université de Genève. Celui-ci l'invite à une conférence intitulée « Paradoxes temporels et théorie des mondes parallèles », prévue pour mars 2024. Ce qui attire l'attention de Thomas, c'est la photo du docteur Favreau jointe à l'email. Il la transfère immédiatement à Laurent et Sophie avec un message urgent. « Regardez son visage. Est-ce que vous voyez ce que je vois ?» La ressemblance est frappante. Bien que plus âgé d'une vingtaine d'années, le docteur Favreau partage une ressemblance troublante avec l'homme mystérieux de la photographie de 1900. C'est une coïncidence, insiste Laurent lors de leur réunion d'urgence. Il doit y avoir des milliers d'hommes qui partagent des traits similaires. Une coïncidence? Répond Thomas, incrédule. Un physicien spécialisé dans les théories temporelles qui ressemble à notre voyageur du temps? Et regarde le sujet de sa conférence. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Sophie. On le contacte directement? Non, décide Thomas après réflexion. Si c'est bien lui, ou un descendant, ou une version alternative de lui, il pourrait s'effrayer et disparaître. Nous devons être subtils. Je vais assister à cette conférence et tenter de l'approcher naturellement. Le 15 mars 2024, Thomas se rend à Genève. La conférence se tient dans un amphithéâtre moderne de l'université. Le docteur Favreau, un homme d'environ 60 ans aux cheveux grisonnants et au regard vif, présente ses théories sur la possibilité de paradoxes temporels et comment la théorie des mondes parallèles pourrait les résoudre. Le problème fondamental du voyage dans le temps, explique-t-il à son audience captivée, est le paradoxe de grand-père. Si vous retournez dans le passé et empêchez la naissance de votre grand-père, comment pouvez-vous exister pour faire ce voyage? La solution que je propose est que chaque intervention dans le passé crée une nouvelle ligne temporelle.
Un nouveau monde parallèle. Ainsi, le voyageur temporel vient d'un futur qui existe toujours, mais ses actions créent un nouveau présent, une nouvelle réalité. Thomas écoute, fasciné. Ces théories sont étonnamment similaires à certaines notes de Bertillon dans son journal, où il spéculait sur des réalités parallèles, créées par ses expériences. Après la conférence, Thomas s'approche du docteur Favreau pendant la réception. « Conférence fascinante, docteur Favreau », dit-il en lui tendant la main. Thomas Durand, physicien théorique à l'École normale supérieure de Paris. « Ah, docteur Durand, j'ai lu vos travaux sur la décohérence quantique. Très impressionnant. » Ils engagent une conversation sur la physique théorique, Thomas guidant subtilement la discussion vers des sujets plus personnels. « Ce qui m'intrigue dans votre théorie, dit Thomas, c'est cette idée que les voyages temporels pourraient déjà avoir eu lieu, créant des réalités alternatives dont nous ne sommes pas conscients. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette perspective particulière ?» Le docteur Favreau hésite, une ombre passant sur son visage. « Disons que c'est une intuition personnelle. Parfois, la science commence par une simple intuition, n'est-ce pas ? » « Absolument. Et si je peux me permettre une question plus, ma personnelle. Avez-vous des racines familiales à Paris ? Votre visage me semble étrangement familier. » Le docteur Favreau se raidit imperceptiblement. « Ma famille est originaire de Suisse depuis plusieurs générations. Pourquoi cette question ? » « Simple curiosité, » répond Thomas avec un sourire désinvolte. « J'étudie actuellement des photographies historiques parisiennes, et j'ai cru reconnaître un air de famille. Fascinant. Quelle période ? La belle époque, autour de 1900. » Le docteur Favreau pâlit légèrement, mais se reprend rapidement. « Une période captivante, en effet. Si vous m'excusez, je dois saluer d'autres invités. » Il s'éloigne, mais Thomas remarque qu'il jette un regard en arrière, comme troublé par cette rencontre. De retour à Paris, Thomas partage cette interaction avec Laurent et Sophie. Il a réagi, insiste-t-il. Quand j'ai mentionné les photographies de 1900, il a clairement été perturbé. Ce n'est pas une preuve, objecte Laurent. Peut-être a-t-il simplement trouvé tes questions trop personnelles. Il y a un moyen de le savoir, intervient Sophie. J'ai amélioré notre programme de reconnaissance faciale. Si nous l'alimentons avec des photos plus récentes du docteur Favreau, nous pourrons établir une comparaison plus précise avec notre homme mystérieux. Les semaines suivantes, il collecte discrètement des images du docteur Favreau disponibles en ligne. Photos de conférences, portraits académiques, apparitions dans des journaux scientifiques. Le programme de Sophie analyse ces images et les compare à celles de 1900. Le résultat, 87% de probabilité de correspondance en tenant compte du vieillissement naturel. C'est remarquable, admet Laurent, commençant à douter de son scepticisme initial. Mais même si c'est bien lui sur la photo, comment expliquer qu'il existe aujourd'hui, en 2024, et qu'il apparaisse aussi sur une photographie authentique de 1900 ? La théorie des lignes temporelles parallèles qu'il a présentée, suggère Thomas. Si Favreau a voyagé dans le passé, a été piégé temporairement comme le suggère le journal de Bertillon, puis est revenu, il pourrait exister simultanément dans notre présent, et avoir existé dans ce passé photographié. Ou bien, ajoute Sophie, ce Favreau pourrait être un descendant direct de l'homme sur la photographie. La ressemblance génétique expliquerait la correspondance faciale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir avec certitude, décide Laurent, surprenant ses collègues par sa soudaine détermination. Nous devons lui montrer la photographie et voir sa réaction. En avril 2024, il contacte le docteur Favreau, l'invitant à Paris pour une consultation sur un projet de recherche interdisciplinaire concernant les théories temporelles et certaines anomalies historiques. À leur grande surprise, il accepte immédiatement. La rencontre est fixée dans un petit salon privé de la Bibliothèque nationale. Laurent, Sophie et Thomas attendent nerveusement la photographie de 1900 et le journal de Bertillon posé sur la table devant eux. Le docteur Favreau arrive à l'heure précise. Dès qu'il entre dans la pièce, son regard se fixe sur la photographie, comme s'il l'avait déjà vue. « Docteur Favreau, » commence Laurent, « merci d'avoir accepté notre invitation. Nous travaillons sur un projet de recherche qui pourrait vous intéresser. »« Je vous écoute », répond-il, son visage impassible. Laurent lui explique leur découverte de la photographie, les notes de Bertillon, leur recherche sur le mystérieux disque métallique. Pendant tout ce temps, le docteur Favreau écoute sans réaction visible, bien que ses mains, légèrement tremblantes, trahissent son émotion. « Et donc, » conclut Laurent, « nous nous demandions si vous pourriez nous éclairer sur cette étrange coïncidence. » Il pousse la photographie vers lui. Cet homme vous ressemble de façon frappante, et selon le journal de Bertillon, il aurait prétendu venir de l'année 2025. Un long silence s'installe. Le docteur Favreau fixe la photographie, puis lève les yeux vers les trois scientifiques. « Qu'attendez-vous de moi exactement »
demande-t-il d'une voix contrôlée. La vérité, répond simplement Thomas. Si vous savez quelque chose sur cette photographie, sur cet homme, nous aimerions comprendre. Le docteur Favreau soupire profondément. La vérité, est-ce que vous pourriez la supporter? Est-ce que vous comprendriez ce que cela implique pour notre compréhension de la réalité? Nous sommes des scientifiques, répond Sophie. Notre devoir est de chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Très bien. Le docteur Favreau se redresse. Je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais partagée avec personne. Vous jugerez par vous-même de sa véracité. Il prend une profonde inspiration et commence. En 2025, oui, l'année prochaine selon votre perspective, je serai impliqué dans une expérience révolutionnaire à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN. Une expérience visant à prouver l'existence des univers parallèles en créant une minuscule faille dans le continuum espace-temps. Il marque une pause, observant leur réaction. L'expérience sera un succès. Trop grand succès en fait. La faille créée sera instable. Et je serai aspiré à travers elle. Je me retrouverai à Paris, en juin 1900, désorienté et terrifié. C'est vous sur la photographie, murmure Laurent, incrédule. C'était moi, oui, une version de moi, du moins. Je remarquerai rapidement cet homme étrange avec son appareil photographique inhabituel. Bertillon. Je comprendrai instinctivement qu'il est lié à ma présence anachronique. Nous établirons une forme de communication rudimentaire à travers ces photographies. 1900-2025. La boucle existe, cite Thomas, se référant au message mentionné dans le journal de Bertillon. Exactement. J'essaierai de lui faire comprendre que le temps n'est pas linéaire, mais cyclique, que ce qui est arrivé arrivera encore, dans une boucle infinie de causalité. Mais selon le journal, Bertillon a écrit que vous avez été aspiré par un vortex lors de sa dernière expérience, dit Sophie. Comment êtes-vous revenu à notre époque? Le docteur Favreau sourit tristement. Je n'ai jamais dit que j'étais revenu, du moins pas directement à 2025. Que voulez-vous dire? Demande Laurent, confus. La dernière expérience de Bertillon a effectivement créé un vortex temporel. Mais au lieu de me ramener à mon époque d'origine, j'ai été projeté plus loin dans le passé. 1873, pour être précis. J'ai compris que je ne pourrais jamais retourner à mon époque d'origine. Alors j'ai fait ce que n'importe quel scientifique aurait fait. Je me suis adapté. J'ai créé une nouvelle identité, j'ai épousé une femme locale, fondé une famille. Je suis devenu Marc Favreau, né en 1843 selon mes papiers falsifiés. C'est impossible, objecte Laurent. Vous ne pouvez pas avoir plus de 150 ans. Non, bien sûr que non. Je suis le petit-fils de ce Marc Favreau original. Mon grand-père a transmis son histoire à mon père, qui me l'a transmise à son tour, ainsi que ceci. Il sort de sa poche un objet qui fait sursauter les trois scientifiques. Un disque métallique identique à celui trouvé dans les affaires de Bertillon, mais dans un état de conservation parfait. C'est un composant du dispositif temporel que j'aurais créé au CERN en 2025. Mon grand-père, ou plutôt cette version future de moi-même, l'a gardé comme preuve de son histoire incroyable. Il savait qu'un jour, la boucle se refermerait. Mais, si vous êtes le petit-fils de cet homme, et que cet homme était vous venant du futur, c'est un paradoxe temporel, bafouille Thomas. Exactement, sourit le docteur Favreau. Un paradoxe qui prouve ma théorie des lignes temporelles parallèles. Je suis à la fois le descendant du voyageur temporel et le futur voyageur lui-même. Dans une réalité, je disparaîtrai en 2025. Dans une autre, je suis né en 1964 de parents normaux, avec un grand-père extraordinaire. Les deux réalités coexistent. Un silence stupéfait s'abat sur la pièce. Laurent, Sophie et Thomas tentent d'assimiler cette révélation vertigineuse. Pourquoi nous raconter tout cela maintenant? Demande finalement Laurent. Pourquoi ne pas avoir gardé ce secret, comme votre famille l'a fait pendant des générations? Parce que la boucle doit se refermer, répond simplement le docteur Favreau. Mon grand-père m'a dit que 3 scientifiques viendraient me trouver avec une vieille photographie, peu avant que je ne commence mes expériences au CERN, et que je devrais leur dire la vérité, pour que le cycle continue. Quel cycle? Demande Sophie perplexe. Dans quelques mois, vous allez publier un article scientifique basé sur nos découvertes. Cet article va attirer l'attention des chercheurs du CERN, qui me proposeront de diriger une expérience révolutionnaire. Cette expérience me propulsera en 1900, où je rencontrerai Bertillon, avant d'être envoyé en 1873. Mon alter ego de cette époque fondera une famille dont je suis issu. Et un jour, 3 scientifiques viendront me trouver avec une vieille photographie. Et ainsi de suite, infiniment. Vous voulez dire que nous sommes tous pris dans cette boucle temporelle? Demande Thomas, fasciné et horrifié à la fois. Que tout est prédéterminé? Pas exactement. Chaque itération de la boucle crée des variations subtiles, des réalités légèrement différentes. Dans certaines versions,
peut-être ne me trouvez-vous jamais. Dans d'autres, peut-être réussissez-vous à empêcher l'expérience du CERN. Les possibilités sont infinies. Et dans cette version, cette réalité, demande Laurent. Qu'allez-vous faire maintenant que nous connaissons la vérité? Le docteur Favreau sourit énigmatiquement. Je vais continuer mes recherches, bien sûr. Sachant ce qui m'attend, peut-être puis-je affiner l'expérience, créer une faille plus stable. Peut-être que dans cette itération, je pourrai contrôler mon voyage temporel, au lieu d'être sa victime. Il se lève, signalant la fin de leur entretien. La vraie question, mes amis, est, que comptez-vous faire de cette information? Allez-vous tenter de briser la boucle? Ou jouerez-vous votre rôle dans ce grand cycle cosmique? Les trois scientifiques se regardent, incertains. Leur découverte défie toute logique conventionnelle, remet en question leur compréhension de la réalité, du temps, de la causalité. Mais n'est-ce pas là l'essence même de la science? Repousser les frontières du connu vers l'inconnu. Nous devons réfléchir, dit finalement Laurent. Ce que vous nous révélez est révolutionnaire. Bien sûr, le docteur Favreau se dirige vers la porte, puis s'arrête. Oh, une dernière chose, le disque métallique que vous avez trouvé dans les affaires de Bertillon. Et il s'activera complètement le 14 juin 2025, exactement 125 ans après la prise de cette photographie. Un conseil d'amis, soyez prudents ce jour-là. Sur ces mots, il quitte la pièce, laissant derrière lui trois scientifiques bouleversés et une photographie centenaire qui continue de défier toute logique. Dans les mois qui suivent, Laurent, Sophie et Thomas sont hantés par les révélations du docteur Favreau. Doivent-ils croire cette histoire extraordinaire? Est-ce une élaboration fantastique d'un esprit brillant mais dérangé? Ou la vérité la plus profonde sur la nature de notre réalité? Ils décident de garder le secret pour l'instant, poursuivant leurs recherches en privé. Le disque métallique est placé dans un coffre sécurisé à la Sorbonne, surveillé en permanence par des instruments scientifiques sophistiqués qui enregistrent ces mystérieuses émissions électromagnétiques. À mesure que juin 2025 approche, ces émissions s'intensifient, comme si l'objet se réveillait progressivement. Les trois scientifiques observent ce phénomène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Doivent-ils intervenir? Tenter d'empêcher le docteur Favreau de mener son expérience au CERN? Ou sont-ils condamnés à jouer leur rôle dans cette boucle temporelle infinie? La photographie de 1900 repose désormais dans une chambre forte à atmosphère contrôlée, protégée comme l'un des artefacts les plus précieux et les plus dangereux de l'histoire humaine. Car elle représente peut-être la première preuve tangible que le temps n'est pas ce que nous pensions. Non pas une rivière qui coule inexorablement dans une seule direction, mais un océan infini de possibilités, où passé, présent et futur se fondent en un seul continuum ininterrompu. Et quelque part dans cet océan temporel, un homme nommé Marc Favreau se prépare à une expérience qui changera à jamais sa vie, et peut-être la nature même de notre réalité. Quant à Alphonse Bertillon, pionnier méconnu du voyage temporel, son nom restera dans l'ombre de l'histoire officielle. Mais pour les trois scientifiques qui ont découvert son secret, il restera celui qui, en 1900, a capturé bien plus qu'une simple image. Il a capturé un fragment du futur, une preuve que les limites de notre compréhension du monde ne sont que les limites de notre imagination. La boucle existe, et peut-être ne se terminera-t-elle jamais.